Cette vallée appartient à un monde disparu, à une époque oubliée. Ici, à la frontière du Pays de Galles, 5 spécialistes triés sur le volet exploitent une ferme comme elle l'aurait été il y a près de 400 ans. N'utilisant que les ressources disponibles en l'an 1620, ils y travailleront pendant une année entière, remontant le temps afin de redécouvrir un mode de vie appartenant à un âge révolu. Nous sommes maintenant en janvier, c'est notre 5e mois de travail à la ferme. Il fait très froid et humide, le temps est épouvantable. Nous avons dû rentrer le bétail, ce qui veut dire qu'il faut curer les étables une fois par jour. C'est un boulot éreintant. Une des tâches importantes ce mois-ci, c'est rentrer la réserve de bois. Nous avons besoin de tout le petit bois pour chauffer les lessiveuses qui nous fournissent de l'eau chaude. Il nous faut aussi de quoi alimenter les grands feux dans la salle, de quoi faire de nombreuses réparations, sur des outils par exemple, ainsi que sur les bâtiments. C'est le bon moment pour ça. Ce qu'il y a de bien avec le puits, c'est que c'est une des rares sources d'eau qui ne gèle pas ces temps-ci. Et il est essentiel de maintenir une bonne provision d'eau chaude dans cette lessiveuse. Mais la grande affaire du mois, c'est la pose d'une haie. Il faut rendre le périmètre infranchissable avant le printemps. Et c'est le moment de le faire, quand il n'y a plus de feuilles et que les animaux sont rentrés. Il est nécessaire de fixer les limites d'une ferme par une haie. Cela empêche les animaux de pénétrer là où ils provoqueraient des dégâts. Comme c'était en janvier qu'on comblait le retard sur l'entretien de la ferme, Nicolas Maclouvena, artisan poseur de haies, est venu montrer à Alex comment faire. Il faut combler les espaces et nous devons faire une barrière infranchissable. On va enfoncer des pieux et y entrelacer ces branches. Tout ça va se nouer et dans 1 an ou 2, des pousses apparaîtront. C'est une clôture vivante en gros. On pensait aux générations futures, pas seulement à poser une barrière en espérant qu'elle dure 15 ans. Ici, tout est prévoyance et planification pour le bien de la ferme. C'est la première fois que notre équipe doit affronter des températures glaciales. Le paysage est ravissant, mais le travail en plein air n'en est que plus pénible. Et ils ne s'inquiètent pas seulement pour eux, le sort des bêtes les préoccupe aussi. Nous venons d'avoir la première grosse gelée et la première neige de l'hiver. Il faut casser la glace sur la mare, sinon elle deviendra trop épaisse. À Londres, à l'époque, il y avait des foires sur la glace de la Tamise, tellement elle était solide. Nos ressources d'eau pour les animaux dépendent de cette mare, autrement il faudrait que je la tire du puits. Et chaque vache boit 45 litres par jour, alors je peux me passer de ça en plus. Au moins, on voit quelque chose aujourd'hui. Il fait beau. Oui, c'est très clair ici. Normalement, il fait noir comme dans un four. On ne voit rien. Oui, c'est vrai. Et il est pratiquement impossible de distinguer la paille fraîche du fumier. C'est un boulot très répétitif. On ne peut pas se dire un matin, « Tiens, si je n'y allais pas, je vais faire la grasse matinée. » Quelqu'un doit le faire et il faut se lever, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je l'écarte un peu pour pouvoir couper bien bas. Voilà. Construire une haie, c'est manipuler ce qui pousse dans la nature. Tant qu'on ne les coupe qu'à moitié, les branches continuent à pousser. Et parce que le tissu des haies demeure vivant, ces barrières se renforcent avec le temps. L'année prochaine, ou même ce printemps, des petits bourgeons vont apparaître ici, tout du long. Et si je laisse cette fourche, il y en aura ici aussi, au bout. Un arbre pousse toujours par ses extrémités. C'est pour ça que je vais couper ce bout. Tu peux l'amener là? Là-haut? D'accord. Écarte ça. Par-dessus. Je te suis. C'est très flexible, hein? Oui. Ça va pas le faire mourir? Non. Ça le conserve? Ça va juste favoriser les pousses.
Ça accroche là-haut. On voit que ça frotte sur cette branche. Ça ressemble peut-être à une sympathique activité champêtre, mais les poseurs de haies ont tout intérêt à être des acrobates nés. Aujourd'hui, savoir construire une haie est considéré comme un talent. Mais au XVIIe siècle, ça faisait simplement partie des tâches à accomplir, il fallait savoir le faire. C'est très proche des talents requis pour d'autres travaux que j'ai pu faire, en particulier la pose de chaume, la fabrication des baguettes et des pics. Et je commence à me considérer plus comme un touche-à-tout que comme un maître en une seule chose. Les fermiers devaient être polyvalents pour faire des bénéfices. Et à cette époque de l'année, une récolte inhabituelle offrait un revenu lucratif. La gale du chêne est provoquée par une guêpe qui creuse dans l'écorce, bien qu'elle soit mince sur les jeunes arbres, et pond une larve à l'intérieur de la bosse que l'arbre fabrique pour se protéger. La noix de Galles est riche en tanins et mélangée avec une substance qu'on appelait couperose verte. Cela donnait une teinture noire qu'on utilisait soit pour teindre les vêtements, soit comme encre. Sous le règne de Jacques Ier, environ une personne sur 4 était instruite. L'encre était donc de plus en plus nécessaire pour écrire. Je dois réduire les noix de Galles en poudre. Et plus celle-ci sera fine, plus notre encre sera fluide. On prend un vieux pot pour mélanger car c'est une encre toxique. Je ne risquerai rien qui pourrait resservir à la cuisine. Puis on ajoute la couperose verte qu'on achetait dans le commerce. Ensuite un peu d'eau, pas trop, sinon l'encre serait trop pâle. Et ainsi, tout simplement, nous avons de l'encre. Ça commence à prendre forme. Avant de faire la première haie, ça ressemblait tout à fait à ça. Il y en a de toutes les tailles, ça n'a pas l'air régulier du tout. Mais quand je me retourne, elle est parfaitement comme il faut, montée de manière professionnelle. Plus les épines et les ronces pointent vers le bétail, plus ils s'en éloignent. Ça n'est pas très engageant et ça les tient à l'écart des jeunes pousses. Ce n'est donc pas l'esthétique qui compte le plus. Et c'est la forme naturelle des arbres qui définit l'apparence. On se contente de tailler un peu. Sans commodité moderne, le fermier du XVIIe siècle n'était pas gouverné que par les cycles agricoles annuels. Il devait suivre aussi une stricte routine quotidienne. Dans la vallée, la dernière chose à faire avant qu'il n'y ait plus de lumière, c'est de coucher les vaches. Allez, viens. Rentre. Gentil garçon. Mais la tombée de la nuit n'est pas la fin de la journée de travail. Stuart et son fils Alistair ont encore de l'ouvrage à abattre. Il restait pas mal de tâches à accomplir à la fin d'une longue journée quand on était bien fatigué. S'asseoir au coin du feu pour réparer les souliers de la famille, par exemple. Chaque fois que j'en cloue un, l'autre saute. L'une des meilleures sources sur la journée de travail typique des fermiers vient d'un certain Gervase Markham et date de 1613. Il décrit un lundi légèrement idéalisé, le premier jour de labourage, après la 12e nuit, donc début janvier. Il décrit tout, depuis le lever bien avant l'aube, la sortie avec une lanterne pour aller s'occuper des bêtes, jusqu'au soir avec le souper à 6 heures et la veille auprès du feu à piler des pommes sauvages, à réparer des souliers avant une dernière sortie pour aller voir si le bétail était bien installé pour la nuit. On se couchait vers 9 heures pour une bonne nuit de sommeil car il fallait se lever de nouveau à 5 ou 6 heures du matin.
Mais quelqu'un qui aurait pris ça au pied de la lettre se serait écroulé au bout de quelques mois, même s'il en avait l'habitude. Par contre, si on prend les choses plus à la légère, qu'on y ajoute un verre avec des amis et toutes les autres activités dont nous savons qu'elles existaient, on a une bonne idée du déroulement de la journée de travail. Une belle matinée de janvier brille sur la vallée. Et Rousse s'inspire des fermières d'il y a 400 ans en préparant des remèdes pour combattre les maux de l'hiver. La plupart des femmes ont un minimum de savoir médical. La médecine professionnelle coûtait très cher, aussi bien les ingrédients que la consultation. Pour la majorité des gens, la production domestique était le seul accès à la médecine. On cite Robert Greene qui écrit en 1595 « Je fais de ma femme mon médecin et de mon jardin ma boutique d'apothicaire ». C'est un bon résumé. Je fais de l'huile de sauge, qui était considérée comme bonne pour les douleurs rhumatismales. Et à cette période de l'année en particulier, quand on travaille souvent dehors dans l'humidité et le froid, il vaut mieux en avoir une bonne provision. J'ai fait chauffer de l'huile dans laquelle j'ai mis à bouillir des feuilles de sauge jusqu'à ce qu'elles soient craquantes. L'huile a absorbé tout le jus de la sauge. Je vais jeter la première poignée et en mettre une toute fraîche. Dans cet autre pot, j'ai fait infuser du romarin dans de l'eau. Ça a franchement l'air infect. On va le distiller. Pour distiller, on utilisait un alambic, un cône de poterie avec un bec. En le refroidissant à l'extérieur, le liquide se condense à l'intérieur et coule goutte à goutte. Je les sors et je l'enroule autour. Et il est facile de changer les torchons s'ils sèchent. La distillation permettait même au XVIIe siècle d'extraire chez soi l'essence des herbes et des plantes. On n'est pas très loin des huiles essentielles qu'on achète aujourd'hui en pharmacie. À l'autre bout de la ferme, dans le champ en L, Alex et Fonz sont occupés à mettre en pratique leur talent de poseurs de haies. Nous voulons mettre des moutons dans ce champ et nous devons le clore pour les empêcher de s'échapper. Nous avons utilisé plusieurs techniques pour les haies. Ça, c'est un hook que nous avons raté. On a fait quelques erreurs, on aurait dû mettre des pieux. L'un des grands problèmes avec la pose de haies vives, c'est qu'il ne faut pas laisser les houes trop longtemps. Ils deviennent trop épais, terriblement cassants et très pénibles à travailler. Et ça rend très difficile le tressage des branches. Mais on a créé une barrière assez solide. Et comme le dit Fonz, c'est juste pour des moutons. Elles se font très bien dans la haie morte qui est là-bas. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'essence disponible. Alors on a coupé du chêne et aussi du bouleau. Ensuite, on a tout enchevêtré. On fait des expériences en fait. Ouais. D'après le manuel de Gervais Markham, les poseurs de haies travaillaient vite. Il précise qu'un bon poseur de haies mortes pouvait faire environ 10 mètres par jour sur 1,50 m de haut. Bon, je vais être généreux avec lui, je me tiens au niveau de la haie, elle fait un peu moins d'1 mètre. Or, il dit que pour tout ce qui ne dépasse pas 1,50 m et n'est pas assez épais pour du bétail, on peut espérer 20 mètres par jour pour un poseur de haies. Combien de temps ça nous a pris? On a travaillé 1 jour et demi. 1 jour et demi. Et on était 2. Il faudrait... Mais on s'améliore, non? On s'améliore, mais on va pouvoir s'exercer encore. Il y a plein de champs qui ont besoin de haies. On ferait mieux de s'y mettre, Fonz. En filtrant l'huile de sauge, on pouvait la conserver pour de futures utilisations. Je la mets de côté pendant qu'elle refroidit, puis je poserai un couvercle. En plus des huiles et des eaux distillées, une fermière de l'époque aurait été capable de fabriquer toutes sortes d'autres préparations avec des herbes. Des pilules, des pastilles, des sirops, des éluctuaires qui sont des ingrédients bouillis dans du miel et conservés. À présent, je vais faire un baume pour soigner les blessures ouvertes et les plaies. C'est un onguent composé principalement de boutons de sureau, réputé très efficace pour soigner les blessures et prévenir l'infection. On y ajoute de la cire de bougie et une bonne cuillerée de graisse de porc. Je veux que ça se mélange en fondant. Je le sors du feu
Je tourne un peu, puis je verse directement dans un petit pot pour que ça fige. En janvier, il fallait s'occuper des endroits boisés. Le bois était un élément essentiel pour les habitants et une culture de rapport non négligeable. Il était vital pour tout, de la construction au chauffage. Notre équipe est donc partie en coupé dans le taillis. Il faut tailler les dont ils sont dénudés. Janvier est donc un bon mois pour ça. La taille est une très ancienne pratique de gestion des bois dans ce pays. Ça remonte aux Romains et même avant. Ça crée des ressources renouvelables. L'idée est d'abattre l'arbre, de le couper pour qu'il refasse des pousses par la base. Si on plantait un noisetier, il atteindrait sa maturité et mourrait en 150 ans environ. Mais dans certains endroits de ce pays, on trouve des souches, des bases taillées sur lesquelles des noisetiers repoussent toujours et qui ont 2000 ans. Le bois a de multiples usages, depuis les fagots utilisés pour chauffer le four à pain jusqu'aux poutres nécessaires à la construction. Si on allait au magasin de bricolage le plus proche, il y aurait 2 étagères avec toutes sortes de tourillons pour les différentes épaisseurs de bois. C'est à ça que servait la taille au XVIIe siècle. Ce noisetier, par exemple, on sait qu'on peut couper des pousses d'1 ou 2 ans, qui sont fines et flexibles, ou bien des pousses de 7 ou 8 ans, un peu plus épaisses. Et enfin, on peut aller jusqu'à 10, 15 ans, et toutes ont différentes utilisations. On faisait une telle consommation de bois à l'époque que les réserves du pays diminuaient, au point que le gouvernement commence à imposer des restrictions. Il y avait aussi des lois à l'époque. 12 grands arbres par arpent, car il fallait du gros bois d'œuvre pour des choses comme les navires qui protégeaient les côtes du pays. C'est la fin d'une longue journée de dur labeur. Roos va essayer ses remèdes du XVIIe siècle sur son premier patient consentant. C'est le gant au saule que j'ai fait avec des bourgeons, de la graisse de porc et de la cire. Donne-moi ton doigt. Je me suis tapé sur le doigt avec un maillet l'autre jour et ça n'arrête pas de s'ouvrir. Ça fait aussi enfler l'articulation, ce qui restreint le mouvement. Et d'une rute. Tu en as d'autres? Oh que oui. Vas-y. La force que je mets quand j'utilise la serpette passe par mon coude. Et je souffre de ce qu'on appelle aujourd'hui une synovite du coude. Ça devait s'appeler synovite du poseur de haie à l'époque. Mais c'est chronique et avec le froid surtout j'ai très mal. Je ne sais pas ce que tu as dans ta boîte à malice. De l'huile de sauge, je pense. Remonte ta manche. Désolée pour mes mains froides. Ça va. Je vais te frotter, à moins que tu ne veuilles le faire toi-même. Fais pénétrer en massant bien. Le travail physique commence à se faire sentir. Je me réveille le matin avec le bras un peu douloureux. Et le dos aussi. Quand je me lève, j'ai beaucoup de mal à me baisser pour mettre mes bas. Mais j'espère que ces baumes vont marcher. Le doigt s'est réglé, le coude s'est réglé, mais je souffre aussi d'une toux de poitrine. La doctrine médicale de l'époque professait que nous étions faits de 4 éléments ou humeurs. On pensait que la toux et les rhumes étaient causés par un excès d'humeur froide et humide, le flegme. Je vais te faire un cataplasme à la moutarde. Comme dans la comptine, quand Jack et Jill tombent de la colline et qu'on bande la tête de Jack avec du vinaigre et du papier noir. C'est ça un cataplasme. J'étale de la moutarde et du miel et on va l'attacher sur sa poitrine. Ça va être bien collant. Avec tout ça sur moi, je vais sentir comme un jambon fumé. En effet, si nous étions une famille plus riche, nous te ferions probablement des pilules
avec des choses comme du gingembre et du poivre, qui étaient de très bons ingrédients, mais très chers. Ça, c'est très bon marché. On y va? Tu vas adorer. Prêt? Oui, vas-y. Allez. Oh la vache, c'est froid. Je croyais que c'était chaud et sec. Dans une minute. Voilà. Ça va? Remets ta chemise. Cela fait des années que j'utilise ces remèdes de bonne femme d'une façon ou d'une autre. Et certains agissent bien que la plupart soient des placebos, pour être honnête. Remarquez, on ne devrait pas sous-estimer le pouvoir du placebo. Surtout quand il dégouline tout le long de mon ventre. Et que le jour du bain, c'est dans 5 jours. Une nouvelle journée commence. Il est temps qu'Alex et Fonz s'attellent au plus gros projet de la nouvelle année, le champ d'angle. Ils ont déjà nettoyé la masse de fougères et de ronces qu'ils y avaient trouvées en septembre. Ils essaient maintenant de le transformer en champ utile où ils pourraient semer leur récolte de printemps. Sans machine moderne, ils comptent sur l'aide du bétail. Les vaches sont les premières bêtes que nous emmenons dans le champ. Elles vont enlever le plus gros. Ensuite, nous ferons venir les moutons qui grignoteront les derniers petits morceaux. Et enfin, bien sûr, les cochons viendront déraciner toutes les souches, les racines et les bulbes. Tout le processus de transformation du champ d'angle en terre arable se serait probablement déroulé sur plusieurs années. Mais nous allons accélérer les choses, alors c'est une charge de travail non quantifiable pour nous. Pendant qu'Alex et Fonz se dépensent, Stuart prépare un bon souper d'hiver. Il y a 400 ans, janvier marquait le début des vaches maigres dans les foyers. Nous en sommes aux produits de longue conservation, salés comme le jambon, marinés comme les cornichons, séchés comme les pois et les céréales. En 1620, si on ne salait pas le cochon, il s'avarie en quelques jours après avoir été tué. Celui-ci a une teinte jaunâtre parce qu'il a été suspendu dans la cheminée. Le fumage a plusieurs effets de conservation. Ça le fait sécher, mais ça le revêt aussi d'une couche toxique qui va empêcher en grande partie la prolifération bactérienne. Le total de tous ces effets de conservation sur ce morceau de la patte arrière d'Arthur fait que depuis que nous l'avons tué en novembre, il est pratiquement dans le même état. Allez, dans le pot. Le potager de la vallée est endormi. Seuls les légumes les plus robustes restent à récolter. Du chou frisé pour le souper. C'est un légume très résistant, de la famille des crucifères, comme la plupart des choses sur cette planche. Des choux, tous des crucifères. Ils durent tout l'hiver et ils supportent le gel. Ils sont très répandus. En fait, ils sont tellement connus pour être les légumes des pauvres que les gens appellent souvent leur potager la cour à choux. Quand j'habitais à Chester, il y avait un endroit appelé les cours à choux, juste au-delà des remparts, derrière la cathédrale, une grande zone plate. Je laisse les tiges en terre. J'ai coupé celle-ci la semaine dernière et on voit les petites repousses qui sortent. Si le temps reste doux, on aura peut-être une deuxième récolte sur la même tige, au moins une petite. Alors je prends juste le haut. L'un des plats au menu est un classique de la tradition. Le pudding au pois. Je ne mets pas tout, ça va beaucoup augmenter en cuisant. Comme le dit la comptine, pudding au pois chaud, pudding au pois froid, pudding au pois dans le pot de 9 jours vieillots. Il est fait référence à des gens de l'époque qui coupaient une tranche de pudding comme on coupe une tranche de gâteau, la mettaient dans leur poche et sortaient pour la journée. Un autre plat tout simple qu'on trouve au plus bas niveau de l'échelle sociale était fait de céréales complètes. On verse dans une casserole et on fait bouillir jusqu'à ce que le grain éclate.
On lui donne différents noms. Dans certaines régions, c'est la fromentade. Dans d'autres, surtout dans l'Ouest, ça s'appelle la bouillie brassée. Si on peut se le permettre, on peut rehausser le goût avec du lait, du miel ou autre chose, même du vin si on est vraiment à l'aise. Allez, dans le pot. Le potager n'est pas très riche en ce moment. Il ne reste presque rien. Quelques racines comestibles, des carottes et des navets. Les poireaux sont en train de sortir. Ils sont encore trop petits pour qu'on les ramasse, mais au printemps, ils seront prêts. Je ne veux pas rester trop longtemps parce que lorsqu'on marche sur le sol, ça le tasse, ça lui fait perdre l'air qu'il contient et ça ne pousse plus aussi bien. Il y a pas mal de tailles d'hiver à faire et les groseilles à maquereaux, elles commencent à faire fouillis. Je vais en enlever beaucoup, faire un ensemble ouvert pour que l'air puisse circuler. Et comme ça, nous aurons une belle récolte, sans mildiou sur le fruit, j'espère. Tendre comme du beurre. Mais il est beaucoup trop chaud pour enlever la couenne tout de suite. Je le mets de côté pour l'instant. Le jambon est assaisonné avec les herbes du jardin, du romarin et de la sauge. Puis on enlève la couenne et le gras, on le désosse et la viande est cuite à l'étouffer dans une croûte de pâte avec des tonnes de beurre. Et voilà. Je pince. Ça va prendre une demi-heure dans le four à pain. La viande est déjà cuite, c'est la pâte qui doit cuire. Le projet en est à son 5e mois et l'équipe a pris le rythme de la vie du XVIIe siècle. Oh, regardez ça. C'est fantastique, Stuart. Ça a l'air délicieux. Vous avez des cornichons là-bas? Le romarin donne un bon parfum. J'ai pris froid et... Le souper au coin du feu est l'occasion de se remémorer une journée chargée. Pourquoi tu ne mets pas de chapeau? je veux bien le porter, mais il est un peu serré. Essaie mon chapeau statuaire, il a une forme différente. Il t'ira peut-être mieux. Oui, il est beaucoup plus grand. Oui. Baisse-le pour voir. J'aime bien le côté canaille. Moi aussi. On les appelle chapeaux statuaires parce qu'il existait vraiment une loi, un statut disant que les gens devaient porter des chapeaux en tricot. Une loi? Oui. Pour les chapeaux? Oui, tout le monde à part les dames, les messieurs et les femmes de chambre des dames devaient porter un chapeau en tricot, ce qui permettait aux pauvres d'en tricoter pour gagner leur vie. Janvier s'est bien passé dans la vallée. Notre équipe n'a pas rechigné à la lourde besogne physique. Mais comment s'en sortiront-ils alors que l'hiver s'éternise avec la neige en perspective? Nous serons en février la prochaine fois. De lourdes chutes de neige transforment la ferme. On construit des cabinets, à la mode 17e bien sûr. Et c'est le moment de rentrer les moutons pour une inspection poussée. Reste ici, fillette.